Ce n'est pas le décor de Dune, mais une véritable cité désertique située au Niger. Djado a sans doute été édifié par le peuple nomade des Sao et regorge de Ksar, des maisons fortifiées de faites de sel et d'argile, dotées de murs imposants et de passages secrets. Perchée au cœur du désert, elle constituait autrefois une étape essentielle pour les caravanes transsahariennes, mais elle essaie désormais un repère pour les contrebandiers et les bandits. L'accès y est interdit depuis 2002 en raison de sa dangerosité. Et l'origine des Ksar demeure nimbée de mystère. Aucune étude archéologique n'a été menée, laissant de nombreuses questions sans réponse. Même aujourd'hui, les sables changeants révèlent et dissimulent des parties de ces anciennes ruines, alimentant les spéculations sur ce qui pourrait encore être caché sous le désert. En parlant de structures enfouies, les chercheurs ont été stupéfaits par la découverte de tubes de lave en Arabie Saoudite. Ces passages souterrains se forment lorsque la lave en fusion refroidit. Les chercheurs pensent que d'anciens nomades ont pu utiliser ces tunnels pour survivre aux conditions désertiques extrêmes. Lors de leur excavation, les archéologues ont mis au jour des artefacts, des peintures rupestres et des restes squelettiques. L'art et les ossements d'animaux suggèrent que les personnes ayant utilisé ces tunnels étaient probablement des bergers. On tente encore de déterminer si ces groupes y résidaient sur de longues périodes, ou si les tunnels ne servaient que de refuge temporaire. La pyramide de Khéops se dresse depuis des millénaires, mais elle continue de receler des secrets. Grâce à une technologie de balayage avancée, les scientifiques ont découvert 2 structures cachées sous un ancien site funéraire. La première forme une structure peu profonde en elle, tandis qu'en dessous se trouve un espace bien plus vaste, qui pourrait être un lieu de sépulture ou une chambre. La structure plus petite a été délibérément remplie de sable, tandis que la plus profonde pourrait être une chambre vide. On estime que les 2 sont reliés, peut-être par un passage menant à une chambre secrète. Cette découverte est d'importance capitale, car elle pourrait nous offrir de nouvelles perspectives sur les bâtisseurs des pyramides et leurs motivations. Le monde est riche en écrits anciens, mais certains messages demeurent impénétrables, à l'instar du mystère de la tablette de Bachplémy. Cette pierre énigmatique, extraite d'un lac en Géorgie, est recouverte de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Malgré les progrès technologiques, les experts restent totalement déconcertés. Cette tablette, de la taille d'un livre, comporte 60 symboles gravés avec soin sur sa surface. Mais 39 d'entre eux ne correspondent à aucune langue connue. Certains de ces symboles ressemblent à ceux des civilisations anciennes du Moyen-Orient, de l'Inde et de l'Égypte, mais aucun n'est parfaitement identique. Pour compliquer davantage les choses, une partie de la tablette est brisée, laissant un fragment irrémédiablement perdu. Pour exclure toute supercherie, les scientifiques ont minutieusement examiné la tablette. Ils ont confirmé qu'elle était constituée de basalte vacuolaire, une roche locale d'une grande dureté. Quiconque a sculpté ces symboles devait posséder une grande expertise. Sur la base de découvertes archéologiques similaires, les spécialistes estiment que la tablette pourrait dater de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles se répètent, ce qui pourrait indiquer qu'ils représentent des chiffres. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un inventaire, d'un registre de bataille ou même d'une offrande aux dieux. Tant que le code n'aura pas été décrypté, la tablette de Bachplémy restera un mystère insondable des profondeurs de l'histoire. Les experts sont toujours déconcertés par la signification de ce disque minoen. Le disque de Phaistos est l'une des découvertes les plus mystérieuses de la civilisation minoenne. Cet objet en argile de 15 cm, découvert en 1908, comporte des marques en spirale étranges que personne n'a encore complètement décodées. Le disque comporte 240 et un symboles des 2 côtés, représentant tout, des humains et des animaux aux outils et aux plantes. On a proposé de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme archaïque de grec, d'autres y voient une prière ou un hymne, et certains croient même que cela pourrait être une lettre d'un roi d'Anatolie adressée à un souverain grec. Voyons qui sera le premier à résoudre ce mystère. C'est toujours une journée palpitante pour un archéologue lorsqu'il découvre quelque chose d'aussi impressionnant qu'une tête en marbre vieille de 2000 ans. Une mission archéologique française a entrepris des fouilles dans une vieille maison médiévale proche d'Alexandrie, en Égypte, et a mis au jour la tête d'une statue représentant un vieil homme, probablement malade.
Cette statue date de la dernière dynastie égyptienne avant l'annexion de l'Égypte par l'Empire romain, et le site de sa découverte est lié à des figures historiques comme Cléopâtre et Marc-Antoine. Pour les archéologues, même les plus petites trouvailles sur ce site revêtent une grande importance. Vous avez sûrement entendu parler de Lucie, l'Australopithèque, un ancêtre précoce des humains? Eh bien, des scientifiques ont retrouvé des empreintes de son espèce quelque part en Tanzanie. Les empreintes de l'étolie, comme on les appelle, ont plus de 3 millions d'années. La piste s'étire sur 27 mètres et comprend environ 70 empreintes, laissées par un groupe d'humains primitifs ayant traversé des cendres volcaniques humides. Ce qui est fascinant, c'est que ces premiers humains marchaient déjà sur 2 pieds, comme nous, sans être courbés comme des singes. L'espacement rapproché des empreintes montre qu'ils avaient probablement des jambes et une foulée plus courte que la nôtre aujourd'hui. Dans un ancien temple égyptien, des archéologues ont découvert un sanctuaire d'apparence banale. Un lieu dédié aux faucons et à 2 divinités. L'une d'elles avait une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et des cornes de vache. Mais la découverte la plus intrigante était une inscription qui disait « Il est inapproprié de faire bouillir une tête ici ». Au centre du sanctuaire, 15 faucons sans tête étaient soigneusement disposés sur un piédestal, probablement en offrande à la divinité analogue. Une théorie avance que les oiseaux ont d'abord été bouillis, peut-être pour retirer leurs plumes, avant d'être placés dans le sanctuaire, conformément à la règle étrange gravée dans la pierre. Les archéologues ont également retrouvé à proximité un harpon en fer de 33 cm. Sa fonction exacte reste inconnue, bien que le sanctuaire contienne également des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les rituels incluaient peut-être des festins. Et parlant de l'Égypte antique, voici Hathor. Les scientifiques l'ont nommé d'après la déesse égyptienne de la maternité, de la musique et du chant. Cette statue en bois, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, était vue comme un simple objet décoratif jusqu'à ce qu'un secret surprenant soit révélé. En utilisant une machine à rayons X, les experts ont découvert un mécanisme à l'intérieur, avec des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche. Lorsqu'il est activé, le système permet à sa main de monter et de descendre. Une véritable prouesse d'ingénierie vieille de plus de 3000 ans. Cette statue a été façonnée durant le Moyen Empire égyptien, vers 1800 avant notre ère, et est souvent comparée aux automates du 19e siècle, en raison de sa conception avancée. Il est probable que la statue ait été utilisée lors de cérémonies religieuses, symbolisant le rôle d'Hathor dans les arts. Les traits d'Hathor sont finement peints et accentués de feuilles d'or, ce qui laisse à penser que les Égyptiens possédaient une compréhension précoce de l'automatisation et de l'ingénierie mécanique. La fonction de la statue pourrait être liée à des rituels dans les temples où la musique et la danse occupèrent une place centrale dans les cultes. Une découverte inattendue a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe polono-koweïtienne a déterré une statue mystérieuse vieille de 7500 ans. Cette statue présente un crâne allongé, sans bouche, des yeux étroits et un nez aplati. Elle est qualifiée de figurine ophidienne, nommée d'après le grec pour serpent, et elle aurait été fabriquée par la culture obéide, une civilisation réputée pour son savoir-faire en poterie. Bien que le rôle exact de cette étrange statue reste inconnu, il est possible qu'elle ait été liée à des rituels ou à des pratiques symboliques. Certains scientifiques estiment que ces figurines, retrouvées dans des maisons ou des lieux de sépulture, étaient associées à des croyances culturelles importantes. Quand nous ne pouvions pas aborder les mystères irrésolus de ce monde sans mentionner ces crânes allongés. Dans le désert péruvien, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens, dont 2 présentaient des crânes allongés de façon artificielle. Bien que la déformation crânienne ait été courante dans diverses cultures, ces crânes échappent à toute explication. Les légendes locales évoquent les gentils, une mystérieuse race bannie sous terre par les dieux. Certains affirment que ces crânes représenteraient cette race. D'autres pensent qu'il s'agit d'une anomalie génétique. Théorie confirmée par la découverte d'un crâne de nourrisson, bien trop grand pour avoir été modifié artificiellement. Kim Kardashian est une sommité de la mode, une étudiante en droit et, de manière accidentelle, une lanceuse d'alerte. Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est l'un des plus grands rebondissements de l'histoire de la culture pop.
Kim Kardashian a posé involontairement à côté d'un sarcophage que seules quelques personnes s'avèrent avoir été volées. La photo est devenue virale, et quelque part dans le monde, l'un des pilleurs impliqués dans le vol du cercueil l'a vue. Et juste comme ça, Kim a contribué à démanteler un réseau de contrebande d'antiquités d'une valeur de 4 millions de dollars. Revenons un peu en arrière. Le pilleur en question a été extrêmement surpris de voir que le sarcophage avait été vendu. Ses partenaires lui avaient dit qu'ils attendaient encore un acheteur. Comme il n'avait pas reçu sa part du butin, il a envoyé par email la photo de Kim Kardashian à un avocat à New York responsable de ce type d'affaires. Avec cette photo, il y avait d'autres images du cercueil encore couvert de boue, prises sur son emplacement d'origine. Il a dit à l'avocat que le cercueil avait été volé et lui a donné la preuve dont il avait besoin pour résoudre cette affaire. Dans l'Égypte ancienne, un homme du nom de Nedjemank est décédé vers le 1er siècle avant notre ère. Il s'agissait d'un prêtre de haut rang qui servait la divinité à tête de bélier d'Héracléopolis. Quand quelqu'un comme lui mourait, ses funérailles étaient spéciales. Le sarcophage de Nedjemank était un véritable chef-d'œuvre. Dans la croyance égyptienne ancienne, l'or n'était pas simplement destiné à être montré. Il était sacré. Il symbolisait l'essence des divinités et on croyait qu'il aidait les gens à renaître dans l'au-delà. Ce cercueil en particulier le précisait dans ses inscriptions. Il y avait un lien direct entre les métaux précieux et la divinité, la renaissance et la puissance solaire. Avance rapide jusqu'à 2011. L'Égypte traverse alors une période de bouleversement politique majeur et au milieu du chaos, les pilleurs de tombes saisissent leur chance. Dans la région d'Al-Minya, près du Caire, des pillards pénètrent sur le site de Nedjemank. Ils déterrent son cercueil étincelant et le sortent clandestinement du pays. D'abord, le sarcophage atterrit entre les mains d'un marchand aux Émirats arabes unis qui forge des documents d'exportation, prétendant qu'il s'agit en réalité d'un artefact gréco-romain, afin de dissimuler ses véritables origines égyptiennes. Ensuite, l'objet voyage jusqu'en Allemagne, où le propriétaire d'une galerie le fait restaurer et, selon les allégations, falsifie une licence indiquant qu'il a été légalement exporté en 1971. Avec ses nouveaux papiers et un aspect reluisant, il est ensuite transmis à 2 marchands d'antiquités français qui le vendent au Metropolitan Museum of Art de New York pour 4 millions de dollars. Et ainsi, en 2017, le sarcophage rayonnant de Nedjemank est de nouveau exposé au public. Cette fois, à New York. Le mythe était incroyablement heureux d'avoir acquis cette pièce. Partout à New York, on pouvait voir des bus faisant la publicité de la nouvelle exposition dont la pièce centrale était cette relique égyptienne. Le Metropolitan Museum of Art est l'un des musées les plus prestigieux de New York. Certains des plus grands conservateurs du monde y travaillent. Et une fois par an, il accueille un très célèbre événement, le Met Gala. En 2018, le thème annuel du célèbre gala était les corps célestes. C'est alors que Kim Kardashian est apparue sur le tapis rouge, vêtue d'une magnifique robe dorée de la maison Versace. Elle se promenait dans le musée lorsqu'elle a vu quelque chose qui correspondait à sa robe, et elle a décidé de poser pour une photo à côté. Bien sûr, la reine d'Internet est devenue virale grâce à cette image représentant le cercueil de Nedjemank, et c'est là que tout a commencé. Une personne se décrivant comme un ami des pilleurs d'origine a envoyé la photo à l'assistant du procureur du district de Manhattan, Matthew Bogdanos. Bogdanos traque de manière obsessionnelle les artefacts pillés depuis des années. Il savait qu'il y avait d'importants objets égyptiens sur les marchés illégaux, et lorsqu'il a vu la photo, il a compris que le cercueil avait vraiment été volé. L'informateur a partagé des images numériques de la tombe, confirmant qu'elle avait été pillée en 2011. Et au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont trouvé la pièce manquante, un os de doigt humain, toujours à l'intérieur du cercueil. Oui, lorsque les pilleurs ont jeté le corps de la momie dans le Nil, ils ont laissé quelque chose derrière eux, un de ses doigts. Et plus tard, cette preuve a été essentielle pour prouver l'origine de l'artefact. En 2019, le Met a renvoyé le cercueil en Égypte, et son PDG a présenté des excuses formelles. Le musée, désormais conscient d'avoir été dupé, a promis de revoir son processus d'acquisition et même d'essayer de récupérer l'argent. Pendant ce temps, l'un des Européens impliqués dans la falsification des documents illégaux du cercueil a été arrêté en Allemagne en 2020. Il soutient que les documents étaient légitimes, mais bon, les preuves disent le contraire. Juste pour info,
La prochaine fois que quelqu'un vous dira que Kim Kardashian est célèbre pour rien, rappelez-vous de cela. Elle a accidentellement aidé à résoudre l'un des plus grands cambriolages modernes du monde de l'art. Mais avançons. Le sujet de notre prochaine histoire vaut également quelques millions, mais pour certains, il n'aurait jamais dû être vendu. Chris Pepe n'avait que 7 ans lorsqu'il a aperçu pour la première fois d'étincelantes reliques, de minuscules joyaux dans une vitrine, chez son grand-oncle. À l'époque, elles faisaient simplement partie des meubles, mais en grandissant, Chris a découvert la vérité. Ces pierres n'étaient pas seulement jolies, elles avaient été découvertes tout près de ce que l'on suppose être les véritables restes du Bouddha. Tout a commencé en 1898, lorsque l'arrière-grand-père de Chris, William Claxton Pepe, un propriétaire terrien britannique installé en Inde coloniale, a excavé un mystérieux tumulus près du village de Piprawa. À l'intérieur d'une profonde chambre en pierre, il a trouvé des fragments d'os, de l'or et du cristal. Une boîte portait une inscription en ancien brahmi, indiquant que les restes appartenaient au Bouddha lui-même et avaient été offerts à son clan, les Shakyas, après sa crémation. La découverte a ébranlé le monde. La nouvelle s'est répandue dans les journaux internationaux et les chercheurs ont confirmé son authenticité. Cette découverte a même aidé à cartographier d'anciennes routes bouddhistes et à identifier Lumbini comme le lieu de naissance de Bouddha. Bien que cela se soit produit à l'époque coloniale, l'histoire est plus complexe qu'un simple pillage. Pepe a donné la plupart des reliques. Il a offert les os au roi de Siam, qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande, et le reste aux autorités indiennes. Seuls quelques doublons sont restés avec la famille et ont été transmis de génération en génération. Quand Chris en a hérité en 2013 avec ses cousins, la famille a décidé de les rendre publics. Ils ont lancé le projet Piprawa, numériser les archives familiales et prêter les reliques à des musées du monde entier, du Met de New York au Musée national de Séoul, toujours gratuitement. Mais en 2025, l'affaire a tourné à la controverse lorsque la famille a voulu vendre les gemmes aux enchères de Sotheby's à Hong Kong. Le gouvernement indien est intervenu, allant jusqu'à émettre un avis juridique exigeant l'arrêt de la vente et affirmant que ces reliques sacrées étaient un trésor culturel national. Ils ont déclaré que la vente enfreignait les lois indiennes et internationales, y compris les conventions des Nations Unies, et ont demandé le rapatriement des reliques en Inde pour des raisons de préservation et de culte religieux. Et puisque nous parlons du rapatriement d'objets sacrés, après plus d'un demi-siècle d'exil, 4 sculptures anciennes en bronze, pillées en Thaïlande, ont enfin été restituées. Ces pièces sont connues sous le nom d'artefacts de Prakonchai. Elles se composent de 3 statues de Bodhisattva et d'une image de Bouddha découverte dans les années 60 par des villageois dans la province de Buriram. Si vous êtes déjà allé dans cette partie du monde, vous saurez que la plupart des gens y sont très dévots et attachés à leurs croyances spirituelles. Donc, déterrer quelque chose comme ça est probablement un acte de profanation des plus graves qu'on puisse imaginer. Les objets furent transportés clandestinement et atterrirent finalement au musée d'art asiatique de San Francisco. On estime que ces statues ont environ 1300 ans. Douglas Latchford, une figure notoire dans le commerce illicite d'antiquités, semble avoir été lié à leur déplacement. Aujourd'hui, après plusieurs années, le musée a convenu de leur retour. Les responsables thaïlandais, ainsi que la sécurité intérieure des États-Unis, ont confirmé que les artefacts ont été retirés de l'inventaire et seront bientôt rapatriés. Ce n'est pas la première fois que ce musée restitue des trésors. En 2021, il a rendu des linteaux après un procès intenté par les autorités américaines. Et cette dernière initiative touche de près l'un des villageois qui a aidé à découvrir les artefacts et qui n'avait jamais imaginé qu'ils disparaîtraient à l'étranger. Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariut.
Cette découverte a fait se froncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Khom-el-Nougus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides, le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crue sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais. Et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Khom-el-Nougus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leurs bâtiments. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact, Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Et oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ».
le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ces idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de Laton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale, un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhkare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne. Ce puissant empire dura plus de 3000 ans. Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard,
les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le reine, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément. Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III. Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient 2 gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne, avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir, il faut remonter le fil du temps. Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Senebkhay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Senebkhay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos
adoptent le même plan et le même style que celle de Senepkai. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinités protectrices. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues, renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera. Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons avoir bientôt des réponses. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous, quelles hypothèses feriez-vous? On aimerait les connaître. Ce sarcophage semble défier toute logique. Aucune ouverture visible. Aucun accès pour entrer ou sortir. Et pourtant, à l'intérieur repose Dame Chenet Aa, une femme énigmatique de l'Égypte ancienne, parfaitement conservée malgré 3000 ans. Comment s'est-elle retrouvée là? C'était la 3e période intermédiaire en Égypte, une ère située entre de grandes dynasties. Les pharaons arboraient la couronne bleue. Les prêtres de Thèbes jouissaient d'un pouvoir presque équivalent à celui des rois. Les marchés retentissaient des cris des marchands vendant dattes, papyrus et parfums précieux. Dame Chenet Aa avait entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, un âge avancé selon les standards égyptiens de l'époque. Comme la majorité des Égyptiens, elle se nourrissait de pain, de lentilles et de poissons. À cet âge, ses dents étaient déjà fortement usées, jaunâtres et érodées, car la nourriture contenait souvent des grains de sable. Mais elle n'était pas une femme ordinaire. À son décès, pour des raisons inconnues, son inhumation fut somptueuse. Les habitants enveloppèrent son corps dans du lin coûteux et lui substituèrent des yeux artificiels pour remplacer les siens, afin qu'elle pût voir dans l'au-delà. C'est ainsi que nous l'avons retrouvée 3000 ans plus tard, dans un sarcophage richement décoré. Il était en cartonnage, sorte de papier mâché obtenu par superposition de lin et de papyrus agglomérés. Ces cercueils étaient extrêmement résistants et pouvaient endurer des millénaires, grâce au climat extrêmement sec de l'Égypte. Mais surtout, ce matériau était réservé à l'élite, ce qui indiquait son importance locale, même si le motif exact nous échappe. Pourtant, un problème majeur subsistait concernant sa momie. Comment ont-ils pu la placer dans ce cercueil? Malgré toutes les recherches, aucun point d'entrée n'était apparent. La seule ouverture visible était une minuscule fente près de ses pieds, insuffisante pour y introduire un corps entier. Ce mystère a intrigué les chercheurs pendant des décennies, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité.
tout récemment. Ces momies sont étudiées au musée Field de Chicago grâce à une technologie récente, la tomodensitométrie. Il s'agit, en substance, d'assembler des milliers de radiographies afin de produire des images tridimensionnelles d'une extrême précision. Cette méthode permet d'examiner les corps sans les altérer. Et les résultats révèlent l'ingéniosité remarquable des anciens Égyptiens. Ils n'ont pas façonné le cartonnage autour du corps de Chéné AA, ce qui aurait pourtant été la solution la plus simple. Les embaumeurs ont d'abord fabriqué le cercueil, puis l'ont humidifié afin de le rendre souple. Ils l'ont ensuite délicatement modelé autour de son corps enveloppé. Une fente fut bien pratiquée le long du dos du cercueil, mais elle fut ensuite lacée comme un corset, donnant l'illusion d'une absence totale d'ouverture. Enfin, un panneau de bois fut fixé à ses pieds pour maintenir l'ensemble, ce qui explique la petite fente observée. En règle générale, les organes internes étaient retirés et placés dans des vases, symboliquement protégés par les 4 fils d'Horus. Les Égyptiens croyaient que le défunt en aurait besoin dans l'au-delà. Ils estimaient également que ce procédé contribuerait à préserver le corps durant de très longues périodes, ce qui, à l'évidence, s'est révélé efficace. Grâce à ces croyances, les momies sont devenues de véritables capsules temporelles. Chacun des fils d'Horus avait pour mission de protéger un organe précis. Amset, à tête humaine, veillait sur le foie. Hapi, à tête de babouin, sur les poumons. Douamoutef, à tête de chacal, sur l'estomac. Et Kébé-Sénouf, à tête de faucon, sur les intestins. L'ampleur des efforts déployés par les embaumeurs force l'admiration, en particulier pour Dame Cheneta. Ils souhaitaient manifestement préserver son corps et lui offrir un sarcophage irréprochable. Il est alors difficile de ne pas s'interroger. Qui était-elle pour mériter une telle attention ? Les anciens Égyptiens pensaient l'au-delà un peu comme nous réfléchissons nos plans de retraite modernes. Il ne s'agissait pas simplement de mourir, mais de se préparer, préserver le corps, garantir la vision, et bien davantage. Plus une personne était riche ou influente, plus son existence après la mort devait être favorable. Toutefois, Chenet AA n'était pas la seule momie remarquable étudiée. Les chercheurs ont également examiné Arwa, un Égyptien ayant vécu à la même époque. Son corps suggère lui aussi un statut social élevé. Aucune trace de dur labeur, une dentition bien conservée, indiquant une alimentation de qualité, pauvre en sable. Certains individus ont manifestement bénéficié de privilèges, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort. Mais l'histoire compte de nombreuses momies tout aussi énigmatiques. L'une d'elles est Xinzui, plus connue sous le nom de Madame Dai. Son histoire commence en 1968, près de Changsha, en Chine. Des ouvriers creusaient un abri anti-aérien destiné à un hôpital lorsqu'ils mirent accidentellement au jour un ancien site funéraire. En descendant sur place, ils firent une découverte stupéfiante. 3 tombes appartenant à une femme de la noblesse, à son époux, et à un jeune homme que l'on pense être leur fils. Elle était une noble de la Chine ancienne, au parcours particulièrement fascinant. Elle vécut il y a plus de 2000 ans, durant la dynastie des Han de l'Ouest. Elle était mariée à Li Kang, qui occupait la fonction de chancelier du royaume de Changsha, un rang particulièrement élevé. À première vue, Madame Dai semble avoir mené une existence faite de luxe et de privilèges. Elle disposait de musiciens particuliers pour animer ses réceptions et satisfaire ses plaisirs personnels. Elle jouait probablement du guqin, un instrument alors associé à l'érudition et à l'élégance. Son alimentation était digne d'une impératrice. Viande raffinée, mais délicat et abondance. Sa garde-robe regorgeait de soies somptueuses, sans même évoquer la quantité considérable de cosmétiques dont elle disposait. Mais cette opulence eut un prix. Avec l'âge, sa santé se détériora progressivement. Elle souffrait de multiples affections. Une maladie cardiaque, le diabète, de l'hypertension ainsi que des troubles hépatiques. Son dos semblait également la faire souffrir, au point de limiter fortement ses mouvements. Pour parachever ce tableau, elle développa des calculs biliaires. L'ensemble de ces pathologies conduisit finalement à une crise cardiaque qui l'emporta vers l'âge de 50 ans. Un détail particulièrement troublant fut relevé par les scientifiques. Plus de 130 graines de melon furent retrouvées dans son estomac et ses intestins. Elle avait très probablement consommé de la pastèque quelques heures avant sa mort, ce qui suggère que le décès survint en été, à la saison où le fruit est mûr. Elle savourait ainsi une douceur simple et sucrée peu avant que sa vie ne s'achève brutalement. Les fouilles débutèrent en 1972 et se révélèrent de complexes.
plus de 1500 étudiants de la région durent être mobilisés. Parmi les découvertes, Madame Dai demeurait la plus énigmatique. Elle avait été inhumée dans 4 cercueils rectangulaires en pin, emboîtés les uns dans les autres à la manière d'une poupée gigogne, le tout enveloppé de 20 couches de soie et scellé par d'importantes quantités de charbon de bois et d'argile blanche. Les cercueils étaient en outre magnifiquement peints, décorés de divinités protectrices, d'animaux mythiques et de nuages symbolisant les cieux. On y trouvait également des représentations de créatures divines et du mont Kunlun, montagne mythique où, selon les croyances, les êtres humains accédaient au bonheur éternel. L'ensemble de ces éléments nous éclaire sur la dynastie Han, sa conception de l'au-delà, son art, son quotidien et l'excellence de son artisanat. Lorsque les chercheurs atteignirent enfin le corps, la découverte fut saisissante. Une peau souple, des articulations encore mobiles et un état de conservation presque parfait. Elle avait conservé ses cheveux, ses cils, ses empreintes digitales et même des traces de sang, donnant l'impression qu'elle n'était décédée que quelques semaines auparavant. Les anciens avaient recours à une méthode de préservation ingénieuse. Il semble que les embaumeurs aient immergé Dame Dai dans un liquide acide étrange et mystérieux, capable d'empêcher la prolifération des bactéries. Hélas, ce liquide provoqua chez tous les chercheurs qui la manipulèrent de violentes éruptions cutanées, lesquelles persistèrent durant 3 mois. Et savez-vous ce qui fut enseveli avec elle? Plus de 1400 objets, principalement des effets personnels tels que des vêtements en soie, des cosmétiques et des instruments de musique. On y trouva également de la nourriture, céréales, viande, vin et pâtisserie. S'y ajoutaient 162 figurines en bois sculptées représentant divers serviteurs et musiciens. Elles étaient peut-être destinées à la servir dans l'au-delà, ou bien inspirées de ses véritables domestiques. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes. Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche,
L'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren, hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer ? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier, ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens,
qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver inhumés au sein de ces édifices emblématiques. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis,
et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Il devait être entièrement noir, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur, et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr,
c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Au début des années 1920, le monde était fasciné par le phénomène du roi Toutankhamon. Un archéologue britannique du nom de Howard Carter a fait la découverte de la tombe du jeune pharaon dans la vallée des rois en Égypte en 1922. Mais l'intérêt du public ne se limitait pas à l'or et aux bijoux découverts. La presse a largement couvert la malédiction des pharaons. Mais était-elle fondée? Une ancienne malédiction était-elle vraiment responsable des morts inexpliquées survenues à chaque incursion dans les pyramides? À l'époque, c'était la seule explication pour une série de décès mystérieux. L'un des hommes présents lors de l'ouverture de la chambre funéraire de Toutankhamon, George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, n'a survécu que 5 mois après cette découverte. Il avait également financé les fouilles. Arrive ensuite Sir Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez probablement, l'écrivain anglais qui est derrière Sherlock Holmes. Il avançait qu'un élémentaire maléfique était responsable du décès de l'explorateur. Il devait sûrement plaisanter? Hélas, non. Les journaux ont continué d'associer la malédiction des pharaons à chaque décès d'égyptologues. Comme leur nom l'indique, ce sont les scientifiques qui étudient les anciennes cultures égyptiennes. L'archéologue qui a ouvert la tombe du roi Toutankhamon est décédé 17 ans après la découverte. La cause de sa mort, la maladie de Hodgkin, n'était pas un secret. Malgré cela, des journalistes du monde entier ont continué à évoquer une malédiction, ce qui commençait à friser le ridicule. La science devait pourtant fournir une explication rationnelle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait, et elle était liée à la présence de moisissures communes. Des champignons nocifs, tels que l'aspergillus, peuvent survivre pendant de longues périodes dans des tombes scellées. Lorsqu'ils sont inhalés par des gens dont le système immunitaire est affaibli, cela peut entraîner un risque élevé d'infection. Aujourd'hui, les médecins pensent que c'est ce qui est arrivé aux malheureux explorateurs il y a plus d'1 siècle. Les scientifiques savent maintenant que ce type de champignon prospère particulièrement bien sur les céréales. Or, la tombe de Toutankhamon était remplie d'offrandes sous forme de paniers remplis de céréales crues et de pain. Les chercheurs ont également trouvé d'autres variétés de champignons sur les anciennes momies égyptiennes. Ces moisissures peuvent entraîner de graves complications pour les êtres humains. Le danger inhérent aux matières organiques en décomposition est bien réel. Il suffit de regarder à l'intérieur de votre réfrigérateur. Tous les restes de nourriture commencent à se décomposer après seulement 3 à 4 jours. Vous pouvez donc imaginer ce qui se produit avec de la nourriture dans une chambre scellée pendant des milliers d'années. La nourriture n'est qu'un type de matériau organique. Le bois en est un autre. Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à l'humidité de l'air, il commence également à se détériorer. Il n'est pas nécessaire de se rendre en Égypte pour observer les effets de ce processus. Tout bâtiment abandonné dans votre quartier peut en témoigner. Lorsqu'un morceau de bois est mouillé et n'a pas moyen de sécher, c'est là que surviennent les dommages. Des champignons aux insectes xylophages, la liste est longue. La pourriture du bois pose un problème structurel considérable, car les poutres et les planchers sont souvent constitués de ce matériau. Il est donc préférable de ne pas pénétrer dans un bâtiment en décrépitude, au risque de facilement perdre pied. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les matériaux de construction ont évolué depuis l'époque des pharaons, mais les risques associés ont également changé. Un exemple frappant est l'amiante. Jusqu'aux années 1970, cette substance était largement utilisée dans de nombreux matériaux d'isolation domestique, des chaudières à l'insonorisation. Dotée de microfibres, l'amiante offrait une isolation thermique remarquable. Cependant, les États-Unis ont interdit son utilisation en 1989, suivi par l'Europe la décennie suivante. Cette décision a été motivée par le risque pour la santé que représente l'amiante lorsqu'il est endommagé. L'inhalation de ces fibres peut entraîner de graves problèmes de santé, et les structures abandonnées regorgent souvent de ce matériau, sans personne pour en assurer l'entretien. Vous comprenez maintenant le danger encouru. Un autre matériau fréquemment rencontré dans les anciens bâtiments est le plomb. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tuyaux de plomb pour acheminer l'eau des sources jusqu'à leurs habitations. Et ils utilisaient également des ustensiles de cuisine en plomb, ce qui n'était probablement pas la décision la plus avisée. En effet, le plomb et l'eau ne font pas bon ménage en raison d'un phénomène appelé corrosion.
Mais ce problème n'est pas uniquement historique. Les autorités américaines n'ont interdit l'utilisation de tuyaux en plomb qu'en 1986, ce qui signifie que 7% des foyers américains utilisent encore des conduites d'eau faites de ce métal. De plus, jusqu'au milieu des années 1960, la peinture au plomb était couramment utilisée pour revêtir les boiseries. Dans les bâtiments abandonnés, cette couche de peinture s'est depuis longtemps écaillée, exposant ainsi la poussière de plomb que toute personne qui manipule des portes et des fenêtres risque d'inhaler. Les particules de poussière sont au moins visibles à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore, donc impossible à voir, et inodore, donc impossible à sentir. Il est donc difficile de détecter une fuite de monoxyde de carbone. Comment ce gaz dangereux s'échappe-t-il généralement ? En raison d'un mauvais entretien. Or, les bâtiments abandonnés ne bénéficient d'aucun. Ainsi, alors que vous explorez une vieille usine, vous pourriez subitement ressentir des étourdissements et de terribles maux de tête. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone, parmi les plus bénins. Mais quelle en est la source ? Il suffit qu'une vieille chaudière cède enfin après des années de négligence. Nous nous heurtons à une question cruciale. Quel est le principal déterminant de la qualité de l'air à l'intérieur d'une pièce ? Si vous pensez à l'oxygène, vous faites fausse route. En réalité, les niveaux d'oxygène ne diminuent que de 0,3% en 8 heures dans une pièce hermétiquement close. Cette diminution est encore plus minime dans des conditions normales, où les portes et les fenêtres ne sont pas scellées. Ainsi, l'oxygène n'est pas le principal souci. Ce sont plutôt les niveaux de dioxyde de carbone, ou CO2, qui augmentent considérablement à l'intérieur d'une pièce fermée. Cela découle directement de la respiration humaine. Nous inhalons de l'oxygène et expirons du CO2, qui devient ainsi un gaz résiduel. Normalement, il ne représente qu'une infime fraction de l'air que nous respirons, soit 0,04%. Toutefois, dans une pièce close, des niveaux élevés de dioxyde de carbone peuvent entraîner la somnolence. Et c'est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque vous vous trouvez dans un édifice délabré. Le dioxyde de carbone réduira votre capacité à penser clairement. Une étude intéressante menée par des chercheurs de Harvard en 2016 en témoigne. Ils ont invité des employés de bureau à venir travailler pendant 6 jours consécutifs pour effectuer un test de résolution de problèmes. Au cours de la semaine, les niveaux de dioxyde de carbone ont été progressivement accrus dans ce bureau fictif. Les résultats du même test se sont détériorés au fil du temps. Bien sûr, de nombreux facteurs entrent en jeu, mais les niveaux de CO2 ont indéniablement eu un impact sur la capacité des travailleurs à résoudre les problèmes. Cette étude s'est déroulée dans un environnement de bureau typique, et non dans un bâtiment en ruine, où les visiteurs doivent surveiller chacun de leurs pas. Quand je parle de visiteurs, je fais vraiment référence à des intrus. Et l'intrusion constitue un délit, applicable tant aux propriétés privées que publiques. Si vous enfreignez la loi, vous pourriez faire face à une amende pouvant atteindre 15 000 €, voire une peine de prison. Voilà qui devrait vous faire réfléchir à 2 fois, avant de sauter par-dessus une clôture portant un panneau d'interdiction. De plus, vous pourriez ne pas être seul à l'intérieur. Vous ne saurez jamais qui d'autre se trouve dans le bâtiment. Peut-être une personne mal intentionnée. Qui sait ? Cette menace n'est pas nécessairement représentée par une personne. Les animaux peuvent aussi être dangereux. Vous seriez effrayé de rencontrer un rat, par exemple. Mais le pauvre animal serait tout aussi effrayé et pourrait vous mordre. Les rats peuvent transmettre une liste assez longue de maladies. Mais leurs dents peuvent également causer d'autres dommages. Comme elles poussent constamment, les rats doivent constamment ronger pour les empêcher de devenir trop longues. Si vous avez déjà eu une petite fringale tardive, vous comprenez ce sentiment. Les câbles électriques sont souvent la première cible des rongeurs et les bâtiments abandonnés en regorgent. Le vieux câblage est déjà dangereux en soi. Les structures érigées avant 1984 utilisaient souvent des fils en aluminium. Aujourd'hui, le cuivre est préféré, car un fil en aluminium a 55 fois plus de chances de prendre feu qu'un fil en cuivre. Un simple geste, comme actionner un interrupteur dans un bâtiment délabré, peut vous coûter la vie. Soyez attentifs aux signes révélateurs que quelque chose ne va pas. Des lumières qui clignotent, des étincelles au niveau des prises ou une odeur de fumée. De plus, ne comptez pas sur une prise de terre pour vous protéger de l'électrocution, car celles-ci ne sont devenues la norme qu'à partir des années 1960. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière ? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement.
Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne.
Il a utilisé une tige spéciale, appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre. Puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant deux points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang,
très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeurs, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un OPART, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples.
Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille.
En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois.
contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Sous les sables de Luxor, les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère, faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Ammon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient de cette naissance divine, Ammon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume.
En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le XIXe siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple d'Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône? Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps. Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret.
Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute.